Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les experts du foot en compagnie de Laurent Badid. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. 3 grands thèmes aujourd'hui, on va parler de l'équipe de Monaco bien sûr, qui est en pleine trêve. Attention, il reste 10 journées, attention danger plutôt sur la fin, c'est ça? Difficile jusqu'au bout. Difficile jusqu'au bout dans ce calendrier pour une place peut-être en Ligue des Champions, qui sait, en fin de saison. Sur le 11 de départ, aligné par Didier Deschamps vendredi au Stade de France, pour l'équipe de France, il n'y avait qu'un seul joueur. Sur la feuille de match, bien sûr, il y en a plusieurs, mais au départ, il n'y avait que Kylian Mbappé. Bizarre de retrouver qu'un seul joueur du championnat de France. Bizarrerie, étrangeté, on en parle avec Laurent Badid. Et puis on va parler de l'avenir avec ces petits micros qui nous équipent aujourd'hui. Les arbitres aussi, eux, ont testé et bientôt en finale de Coupe de France. Et cet avenir, est-ce la solution? Ce sera l'un des dossiers du jour de vos experts. J-10, encore 10 journées. Ça commence par Strasbourg. Au début, c'est simple, mais sur la fin, ça va se corser. Il y a du Lille, il y a du Lens, il y a de tout. Il y a du Rennes, il y a du Lyon. Ça va être compliqué pour Monaco, cette fin de saison. Oui, un calendrier très difficile. Et cette période de récupération va être importante pour la suite du championnat. Qu'est-ce qu'on fait pendant une trêve? Parce qu'on n'a pas 36 joueurs qui partent quand même jouer à l'étranger, mais tout de même, il faut composer différemment. On s'adapte par rapport à l'effectif. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué et qui vont faire plutôt de la récupération et de la régénération. D'autres qui ont besoin de plus travailler. Il faut que tout le monde soit au même niveau à la reprise. Ça peut être salutaire. On sait que Monaco a traversé une petite mini-crise après l'élimination en Coupe d'Europe. Il y a eu Ajaccio. Ok, il y a eu succès. Et le fait de jouer une équipe plus faible, c'est plus simple. Là, on va jouer Strasbourg qui joue par exemple le maintien. Oui, c'est un match difficile. Strasbourg se bat pour ne pas descendre. Et nous, on se bat pour la qualification. Donc ça va être un match très compliqué. Maintenant, la victoire d'Ajaccio nous a permis quand même d'avoir 10 jours de récupération dans la bonne humeur, je dirais. C'est important de gagner. Gagner avec, en plus, plein de petites rumeurs sur, par exemple, le départ d'un directeur sportif. Maintenant qu'il est acté, on sait que Paul Mitchell, qui est arrivé en 2020, qui a fait progresser quelque part le club, va s'en aller fin d'année, au lieu de 2024. Ça veut dire qu'il avait fini son temps, terminé? Je pense qu'au niveau du travail et au niveau des résultats, on est un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Même si on est passé par exemple l'an dernier tout près de la Ligue des Champions, on est bien d'accord? Oui, on est passé à côté de la Coupe d'Europe. Je pense qu'au niveau de la formation, on a besoin de plus de joueurs formés. Oui. Parce que c'est l'ADN de l'AS Monaco. Mais on en trouve quand même quelque part. Évidemment, on est loin des Henri Trezeguet de l'époque, mais on en trouve petit à petit. Le Ben Seguir, par exemple, le petit Diop avant. Oui, mais je pense qu'on n'en trouve pas assez. Je pense que l'effectif doit être beaucoup plus important par rapport au centre de formation. D'accord. Et pourtant, on a créé un centre, on a une académie, comme on dit KY à la fin, qui fonctionne plutôt pas trop mal. Depuis des années, on a inventé l'école à nantaise, l'auxerroise, la monégasque aussi fait partie de ce trio de tête. Oui, Monaco a toujours été un grand club formateur. Il y avait à l'époque Gérard Bagnid, Paul Pietri, Frédéric Barillaro et moi-même. On a travaillé beaucoup ensemble sur la formation de beaucoup de joueurs. Récemment, il y avait encore Christophe Almeras, il y avait encore Schilacci, il y avait Givet, Gaël Givet, Fabio Roma. Oui. Ce sont des gens qui travaillaient au centre de formation. C'est important, c'était moi. Et qui sont partis. Oui, je pense que c'est important parce que ça fait partie d'une philosophie. Et je ne peux que le regretter. C'est un épiphénomène pour vous le départ de Paul Mitchell comme directeur sportif? Ou c'est quelqu'un quand même qui, grâce à un carnet d'adresse, peut faire venir des joueurs comme il l'a fait pour, je sais pas moi, un joueur qui vient de Liverpool par exemple, comme Minamino? Je ne pense pas que ce soit un exemple extraordinaire de réussite, mais je pense que simplement la formation est l'ADN de l'AS Monaco et que nous, notre club est voué à former des joueurs et à gagner des titres avec une grande majorité des cadres formés à l'AS Monaco. Mais trouver une pépite, c'est pas facile. Mais après, on a besoin aussi de joueurs de renommée, peut-être international, pour faire cette fameuse colonne vertébrale, du gardien jusqu'à l'avant-centre. Oui, les joueurs qu'on n'arrive pas à former ou sur lesquels on a un petit peu des difficultés, il faut trouver des grands joueurs. Ça, c'est clair. Et ça a toujours été fait. Et en plus, quand on a des très grands joueurs, ils partent très vite. On a vu que Tchouaméni, qui était remplacé, on voit des Disasi ou des Fofana qui partiront peut-être en fin de saison, qui sont en fin de cycle quelque part. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un grand roulement et une grosse formation, de manière à avoir toujours des joueurs disponibles. Toujours des joueurs disponibles, toujours pouvoir remplacer, pousser les autres. C'est prévoir.
Dernière question sur ce débrief, Laurent Banide. C'est important dans les experts du foot. Qu'est-ce qu'on se dit sur Monaco? 10 jours, on peut y aller, on peut oublier ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire être battu sur le fil pour la Ligue des Champions et obtenir cette place dans les 3 premiers? De toute façon, l'avenir est devant nous, il faut le prendre, le saisir et essayer de faire du mieux possible. Le match de Strasbourg est déjà un gros test. Daguet, Monégo, on passe au dossier du jour avec vous, Laurent Banide. Notre dossier du jour, Laurent Banide, étonnant de voir sur la feuille de match de l'équipe de France, surtout sur le 11 de départ, un seul joueur qui évolue dans le championnat de France. Bon, d'accord, il s'appelle Kylian Mbappé, c'est tant mieux pour nous, mais vous trouvez pas ça un petit peu bizarre quand même de ne pas voir nos joueurs français rester un petit peu plus longtemps? Parce qu'ils sont jeunes en plus pour la majorité. C'est sûr que c'est compliqué. La difficulté, c'est de garder ces joueurs dans le championnat de France parce qu'ils sont recrutés dans tous les grands clubs européens. Mais je pense que des clubs comme Paris, comme Monaco, peuvent quand même aussi recruter des grands joueurs en formation. Ça veut dire qu'on les laisse partir trop vite? On ne prend pas le temps de les former, de finir leur formation, de les intégrer. Et je pense que c'est important de revoir un petit peu la fin de la formation parce qu'on perd trop vite les joueurs. Quelque part, on se dit aussi peut-être que ces joueurs qui partent à l'étranger, c'est peut-être tout simplement une histoire d'argent. Quand on voit des joueurs qui partent très jeunes en Angleterre, qui jouent même pas très très souvent finalement. Oui, je pense qu'ils ont tendance à partir un peu trop tôt. L'argent ne fait pas tout et je pense qu'il est important d'abord de réussir dans le championnat de France pour après partir ailleurs. C'est un tremplin. Je pense que c'est important de ne pas mettre l'argent d'abord. J'ai l'impression, si je vous écoute et si je lis entre les lignes, Laurent Banide, c'est que, par exemple, quand on va chercher des joueurs pour le PSG, on prend des joueurs qui viennent de toute nationalité, de tout pays, de tout championnat, alors qu'on pourrait avoir des joueurs à la place d'Averratti ou autre, made in championnat de France, quoi. On se rend compte quand même qu'on a une des meilleures équipes du monde. C'est ça le problème. Donc rechercher des joueurs à l'étranger, je pense qu'il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est vraiment des joueurs de très haut niveau. Mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la pépinière du football européen, c'est en France. C'est en France. Encore et toujours depuis 98 quelque part. Depuis bien avant. Je pense que voilà, il y a une grande formation en France qui a été conçue dans les années 70 au départ. Déjà? Oui, puisque l'INF Vichy a démarré à cette époque-là. Et après, c'est devenu l'INF Clairefontaine. Et après, ça s'est développé. Puis les centres de formation ont vu le jour dans tous les clubs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le pays le plus important au niveau formation, c'est la France. Et encore une fois, pour donner un seul exemple, pour conclure sur ce dossier, si je pense à Kylian Mbappé, c'est que lui, il a pris ce cursus-là. Il est né à Bondy, il n'a pas signé au PSG, il est venu à Monaco, il a coucouné, il a fait 6 mois de folie à Monaco avant de partir à Paris, rester encore en France, peut-être 1 an de plus pour les Jeux Olympiques, et puis après, au revoir. Oui, il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a un temps pour tout, et je pense que c'est important déjà de montrer ce qu'on sait faire dans ce championnat de France, même si on peut penser qu'en valeur, il est en dessous le championnat d'Angleterre, voire allemand, mais je pense que c'est important de faire ses classes et puis après d'envisager une option un peu plus comme exotique. Le Real Madrid ou Liverpool, pour un certain Kylian Mbappé, juste un mot sur lui, 38 buts, Platini 41. C'est déjà bien, non? À 24 ans. Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va très très vite. Laurent Banide, les experts du foot. La question du jour, Laurent Banide. Aurions-nous peut-être trouvé enfin la solution, même si beaucoup en parlaient déjà avant, et ça a déjà été testé bien sûr, on va peut-être arriver enfin à sonoriser les arbitres. C'est important, ça peut changer la façon de jouer des joueurs? Je ne sais pas trop, je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Mais quand même, on entend au moins des dialogues. Est-ce que par exemple, de temps en temps, l'arbitre peut chambrer le joueur ou vice-versa? Quelques gros mots, des noms d'oiseaux? Oui, écoutez, je ne pense pas que ce soit le gros problème du football actuel. Je pense que j'aimerais bien qu'on redéfinisse savoir quand est-ce qu'on se sert de la VAR ou quand est-ce qu'on ne s'en sert pas. Ouais. Moi, je n'ai pas toujours compris encore comment ça se passe. Ah ben justement, ça peut peut-être humaniser le débat en disant il n'y a que le capitaine qui va parler à l'arbitre. Expliquez-moi, monsieur l'arbitre, pourquoi vous avez sifflé le pénalty? Oui, comme ça, le public aura des explications. Il entendra? Oui. Oui, dans ce cas-là, oui. Vous n'avez pas l'air motivé par cette... Non, pour moi, je pense que c'est une innovation qu'allait changer, vous, le footballeur. On m'a donné une innovation en me disant que la VAR allait tout régler. Et finalement, on m'a dit que l'arbitre pouvait demander la VAR. Et s'il ne la demandait pas, il avait le droit. Après, on voit un arbitre qui s'arrête et la VAR l'appelle pour lui dire qu'il y a pénalty. Donc, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne encore. D'accord. On sait que c'était pour rendre la justice, pour que ce soit équitable. Par exemple, comme le hors-jeu, au moins, on a une ligne. On voit s'il y a un bout de pied, un cil qui dépasse. Oui, mais alors...
est-ce que l'arbitre doit demander la VAR ou est-ce qu'il ne demande pas l'avis de la VAR? Oui. Est-ce que l'entraîneur peut le faire aussi d'ailleurs? Ben, ça serait bien au tennis. Au basket, ça serait bien qu'il y ait un challenge où l'entraîneur peut demander à ce qu'on revoie l'action et à ce qu'on prenne une bonne décision. Oui. Vous parlez de basket comme pour la Roca Team. C'est vrai qu'il y a moins de soucis de temps en temps. Ça peut monter en puissance, mais on s'explique toujours et on l'entend. Oui, moi je pense que sur le terrain, j'ai rarement vu des arbitres chambrés ou des joueurs chambrés aussi. Ça existait à une époque, on disait que M. Vessière, pour les plus anciens, commençait à chambrer. Ouais, parce que là, il y a du monsieur. C'est une autre époque. Oui, je suis d'accord, Laurent. Mais là, on a entendu du monsieur à chaque fois, monsieur l'arbitre. Et même l'arbitre, il vous voit, les joueurs. Il en tutoie certains qui sont un peu plus âgés peut-être, mais généralement, il vous voit. C'est important de le savoir. Oui, mais si ça peut apporter un peu plus de fair play et encore un peu plus de qualité dans les rapports humains, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas convaincu aujourd'hui. Hein. Non, pas du tout. Mais je suis tellement dessus, je pense que c'est une innovation qui allait changer la face du football. J'ai une petite question bonus pour conclure les experts du foot. L'image, parce que vous le connaissez par cœur, Lilian Thuram, qui était ici au centre de formation et qui sait ce que c'est que de vivre dans un studio ici à Monaco, voit ses deux fils, Kefren et Marcus, se retrouvent ensemble sur un banc de touche. Et il les a amenés à Clairefontaine et il les a vus au Stade de France. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que là, c'est un champion du monde, on voit deux frères, hein. Ça arrive déjà d'avoir deux frères, mais là, c'est un champion du monde qui amène ses petits. Hein. C'est exceptionnel, voilà, c'est exceptionnel, je suis content pour lui. C'est un athlète de très haut niveau. Et ses deux fils arrivent en équipe de France, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, en plus, ils ont l'air d'avoir un super état d'esprit. Marcus est passé par Sochaux, par Guingamp. Enfin, c'était un garçon qui a travaillé beaucoup pour arriver en Allemagne. Kefren était malheureusement à AS Monaco, il est parti, mais ce sont des joueurs, comme on l'a vu quand on a joué contre Nice, qui ont montré de belles prestations. Donc ça me fait plaisir pour lui et ça me fait plaisir pour eux. Et voilà, il faut leur souhaiter bonne chance et être champion du monde comme leur père. La fierté d'un père, bien sûr, champion du monde, Lilian Thuram. Laurent Banide, on se retrouve dans 15 jours. Ah oui, parce qu'il y a basket, les experts du basket la semaine prochaine. Nous, dans 15 jours, on reviendra sur les premiers matchs de l'AS Monaco dans la ligne droite, jusqu'au bout, jusqu'au début du mois de juin, pour terminer au mieux le championnat de France. Merci encore, Laurent Banide, pour les experts du foot. Rendez-vous dans 15 jours sur Monaco Info.